Bonsoir à tous. Le mois dernier, nous avons traité de l'avoir en rapport avec l'être. Et vous reconnaissez certainement les 3 phrases que j'ai écrites là sur le tableau et qui résument tout ce que nous avons vu la fois dernière. C'est intéressant de repartir de là parce que, comme nous l'avions annoncé, aujourd'hui est quelque peu la suite de ce que nous allons voir. On pourrait même dire qu'aujourd'hui, c'est la 3e conférence sur les sujets économiques, sur les défis économiques du monde. En effet, la première, il y a 2 mois, nous avons vu les problèmes de l'énergie, et ce que ça correspondait vis-à-vis de nous. Le mois dernier, le problème de l'avoir, et là, nous allons voir le problème de la gestion du monde. Donc ça fait une trilogie, et c'est vrai que c'est un petit intéressant de repartir sur ces éléments. Nous avons vu la fois dernière donc l'humain donnait une grande importance au monde de l'avoir, au monde des possessions matérielles, parce que ça lui permettait d'exister. Et qu'on avait tellement insisté sur la phrase « si tu as beaucoup, tu es beaucoup, et si tu n'as rien, tu n'es rien ». Du moins, c'est comme ça qu'on a l'impression de l'interpréter dans un premier temps. Donc, avoir pour être personnellement, pour exister personnellement, c'est le premier élément. Puis progressivement, au cours de l'évolution, on va s'apercevoir que c'est complètement faux et qu'on existe tout à fait autrement et qu'on existe ailleurs. Et que pour trouver l'être essentiel que nous sommes, pour trouver l'âme, il va nous falloir au contraire se libérer de l'avoir pour être. Se libérer de l'avoir ne veut évidemment pas dire se débarrasser des formes et ne plus exister du tout dans le monde matériel. Non, pas du tout. On a vu au contraire la fois dernière combien le monde matériel était indispensable à l'évolution de l'âme. Il fallait simplement se libérer de la servitude du monde matériel, mais pas du monde matériel lui-même. C'est une nuance extrêmement importante. Et puis enfin, au fur et à mesure qu'on avançait, encore de plus en plus, et qu'on arrivait à exister en tant qu'être fondamental, il fallait utiliser en tant qu'être tous les avoirs au bénéfice de l'ensemble. C'est donc ainsi qu'on pouvait arriver à percevoir l'intéressant rapport qui existait entre être et avoir. Et les deux étant absolument indispensables l'un à l'autre, il n'est pas question d'en éliminer. Mais on voit comment progressivement c'est l'être essentiel qui va piloter la façon dont on va se servir des avoirs, alors qu'au point de départ, c'est l'inverse. Aujourd'hui, il s'agit de relever un nouveau défi. Comment gère-t-on le monde à partir de là? Ça, c'est vraiment la grande question. Quand on voit dans le monde actuel à quel point il y a des richesses, notre système nous a permis de mettre en place des richesses absolument fantastiques. Seulement, comme on peut le voir, les richesses fantastiques, elles sont extrêmement concentrées dans certains endroits et il y a une extrême pauvreté dans d'autres endroits. Il y a 2 mois, nous avons comparé le corps d'énergie, le corps éthérique planétaire, à ce que nous sommes nous-mêmes en tant que corps d'énergie. Lorsque notre corps d'énergie fonctionne remarquablement, lorsqu'il y a une libre circulation de toutes nos énergies à l'intérieur de nous, vous êtes en bonne santé. Vous pourrez imaginer que vous ayez des pleins d'énergie dans certaines parties du corps et des vides dans d'autres parties. C'est sûr, vous êtes malade, voire très très gravement malade. Que dire du monde, si ce n'est exactement la même chose? Le monde, si nous considérons son corps éthérique, si nous considérons le corps éthérique de la société, l'énergie est répartie d'une manière fort dissemblable. Encore une fois, il y a tellement d'énergie par endroit, il y en a tellement peu par ailleurs. C'est pour ça que bien souvent, on a l'impression que ce monde est vraiment malade. Comment mieux gérer ce monde? Comment mieux gérer cette société? Actuellement, tout ce système de richesse, ce système de course en avant, ce système de croissance est en train, comme nous l'avons vu donc ces 2 derniers mois, de mettre en coupe réglée cette planète. Et on se dit, mais c'est pas possible. On gère terriblement mal ce monde. Alors on avait vu que du point de vue des biens, des richesses, etc., tout dépendait naturellement des niveaux de conscience. On avait parlé donc à chaque fois des différents mondes. Et on avait vu que ce qu'on appelle le premier monde de conscience, c'est-à-dire le monde de la conscience de dépendance, dans lequel il n'y a pas encore cette autonomie, cette indépendance, parce que le mental n'est pas encore là, on avait vu que là, il n'y a pas de course encore à l'être. On ne cherche pas véritablement encore à exister soi-même indépendamment. Non, on fait partie d'un ensemble et c'est très bien ainsi. Du coup, il n'y avait pas de course à l'avoir. Dans ce premier monde de conscience, la gestion, elle est assez naturelle, puisque finalement, on ne s'est pas coupé de la nature du tout. C'est encore une gestion relativement sage. Par contre, on avait vu que dans le 2e monde de conscience, alors là, la première phrase, elle est complètement en action. Il faut avoir pour être, et on ne s'occupe absolument pas de gestion planétaire. On ne s'occupe simplement de gérer sa propre fortune, ou ce qu'on espère qu'un jour deviendra sa propre fortune mentale, affective, émotionnelle, physique. Et qu'à partir de là, ça donne une gestion déplorable de la planète.
Tout dépend de ce que nous sommes. Naturellement, dans les troisièmes mondes de conscience ou quatrième monde de conscience, nous allons voir qu'on va retrouver peut-être quelque chose d'un petit peu différent. Au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, les philosophes ont senti le vent venir. Les philosophes du XVIIIe siècle ont commencé, d'une manière assez générale, à dire attention, on s'individualise, on est en train de peut-être de fonctionner de travers, c'est du chacun pour soi. Il serait peut-être temps de reprendre modèle sur le fonctionnement de la nature. Et donc ils ont tous prôné un retour aux lois de la nature, en disant que la nature était une gestion absolument extraordinaire et qu'il faudrait peut-être en venir là. Rousseau, par exemple, était un grand chantre justement de la nature, du retour à la nature. Et il y avait un mythe à l'époque qui disait que l'être sauvage, l'homme sauvage, qui ne connaissait pas la société, devait être par nature bon. Et que finalement, qu'est-ce qui pervertissait l'homme si ce n'est la société? Vous voyez, c'était déjà une autre manière de le dire, que l'individualisation, qu'on voyait apparaître très nettement au XVIIIe siècle, commençait à pervertir l'homme. Mais on mettait ça sur le dos de la société, pas sur le dos du tout de la nécessaire involution. C'est à cette même époque qu'on a trouvé des philosophes ou des économistes comme Adam Smith qui ont dit mais peut-être qu'il faut en revenir justement au système de la nature pour si on veut pallier tous les inconvénients, toutes les inégalités de répartition, il faudra peut-être qu'on refonctionne un petit peu comme la nature. Toute cette notion de libre-échange. Le libre-échange, vous voyez, ça date du XVIIIe siècle. C'est vraiment des gens qui ont pensé ça en disant mais n'y a-t-il pas un libre-échange du point de vue de la nature? Et finalement, tout le monde vit bien dans la nature. Et nous, si on commence à se scléroser, si on commence à s'enfermer, si on commence à mettre des barrières, ça ne va pas aller. Donc il faudrait peut-être en revenir à un système plus libertaire, dans lequel finalement les choses sont douées d'une libre circulation. Derrière tout ça, il y avait la notion de partage déjà. On voyait bien qu'il y avait des gens qui avaient de plus en plus et d'autres qui avaient de moins en moins. Pas du tout vivable en tant qu'humanité. Mais on ne peut pas non plus, ça a souvent été dit, partager d'une manière simpliste. Quelquefois, il y a des gens qui disent c'est tout simple, on prend aux riches et on donne aux pauvres. On sait très bien que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas faire une péréquation de partage d'argent, de partage de choses. C'est beaucoup plus complexe. Et comme vous le savez, c'est beaucoup plus complexe parce que depuis maintenant, c'est le 6e mois que nous travaillons ce thème des défis de l'humanité. Et vous savez qu'à chaque fois, on sait que le problème, c'est nous, chacun d'entre nous, et la solution, c'est aussi nous. Donc il n'est pas question de se dire que finalement, il y a une solution miracle, le partage comme ça en dehors de nous. Non, non, ça, on sait très bien que ça ne marche pas. Mais les philosophes, justement, libéraux, commencer à dire, mais peut-être que si on retrouve une libre circulation, peut-être que justement on aura peut-être un partage qui se fera automatiquement, comme dans la nature. Peut-être que le fait que tout circule librement, tout le monde aura sa part, peut-être d'une manière beaucoup plus naturelle. On ne sait peut-être pas trop comment, mais peut-être que ça marchera. C'est pour ça que c'est intéressant de voir maintenant où on en est un petit peu dans cette histoire de libre-échange, puisqu'on se pose vraiment la question de la gestion du monde. Est-ce que nous sommes en train de gérer la planète avec une vision d'avenir ? Est-ce qu'on gère avec une vision globale? Est-ce qu'on gère dans le respect de tout le monde? Etc. Toutes les questions qui se posent, vous voyez, quand on parle de gestion au niveau planétaire. On va évaluer ce que ça donne, cette histoire de libre-échange. Et puis, on essaiera de voir également quelque chose qui porte peut-être un peu plus vers l'avenir et qu'on appelle la juste répartition. Voilà pourquoi ce soir, nous essayons de voir du libre-échange jusqu'à la juste répartition. Il faut donc repartir de la nature, puisque comme je viens de vous le dire, ça a été un petit peu le point de départ de toutes les réflexions philosophiques. La nature fonctionne véritablement selon un système global, un écosystème, c'est-à-dire quelque chose qui va regrouper 3 grands règnes, minéral, végétal, animal. J'enlève l'humain, même si l'humain est encore en conscience dans le premier monde, si l'humain est encore capable d'être complètement dans la nature, mais la majorité actuellement dans la planète, c'est qu'on s'est coupé de cette nature et qu'on l'exploite, comme nous l'avons vu dans les conférences précédentes. Donc je reste simplement avec le minéral, le végétal et l'animal. Donc 3 règnes. Et dans ces 3 règnes, il y a des millions d'espèces. Et on s'aperçoit que finalement, de ces millions d'espèces, avec comprenant des milliards d'individus, tout ceci finalement réussit. Le miracle a fonctionné ensemble, dans un écosystème absolument fabuleux. Il faut arriver à comprendre que maintenant, nous, humains, une seule espèce, un seul règne, on n'y arrive pas. C'est simplement pour comparer. Donc ce qui est réussi là, avec 3 règnes, c'est vraiment quelque chose qui est un tour de force. On s'aperçoit comment finalement il fonctionne selon l'énergie. C'est-à-dire que, comme nous l'avions vu, l'énergie ne se stocke jamais.
L'énergie se répartit équitablement tout le temps, au présent. C'est pas la peine de faire des stocks. La nature ne fait pas de stock, juste un tout petit peu. Hein, les abeilles pour passer l'hiver, et les écureuils, quelques noix, mais comme de toute façon ils oublient où ils les enterrent. Donc, mais vraiment, en général, on pourrait dire qu'il n'y a pas de stockage. C'est véritablement quelque chose qui se joue comme ça, au jour le jour, une confiance dans ce processus énergétique. En même temps, il y a une coopération évidemment inconsciente. Ils n'ont pas du tout la conscience de soi, donc ils n'ont pas la conscience de coopérer, mais elle est là, il y a une espèce d'interdépendance automatique qui est tout à fait étonnante, et qui fait que du plus grand jusqu'au plus petit, tout fonctionne en interaction. Au 18e, au 19e, puis encore quelquefois au début du 20e, on croyait, quand on étudiait la nature, que finalement il y avait un combat. On voyait beaucoup le combat pour la nature, le combat pour l'évolution. Et vous savez que les recherches les plus récentes ont montré qu'en réalité, non seulement il n'y a pas de combat, mais qu'en réalité, il y a une coopération justement inconsciente, mais absolument fabuleuse. Y compris donc de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, puisque on peut rien supprimer, tout est absolument indispensable. Combien de fois on s'est interrogé sur le rôle des bactéries? Donc ça nous a fait peur. On est rempli, nous, de milliards de bactéries. Et on aurait presque envie d'une espèce d'asepsie générale. Ah, lavez-moi tout ça. Alors qu'on sait très bien maintenant que s'il n'y avait pas ces milliards de bactéries, on serait mort. Tout simplement, parce qu'elles assurent complètement la vie à n'importe quel niveau. Quand les scientifiques étudient la nature, ils ne peuvent qu'être éberlués par l'extraordinaire intelligence de cette nature. Ils ne peuvent être qu'éberlués par le fonctionnement automatique, énergétique, et qui fait que tout ça évolue sans du tout se marcher sur les pieds, sans rêve de conquête. C'est vraiment une évolution extraordinaire et remarquablement complémentaire. Tout ça parce que ces trois règnes de la nature sont pris dans un plan global. Le plan planétaire, l'histoire de la planète Terre, c'est d'arriver à l'évolution des consciences. Que ces consciences soient aussi infinitésimales et incompréhensibles qu'au niveau d'une particule, ou qu'au niveau d'une enzyme, ou que cette conscience soit celle de l'humain, ou celle, plus loin, si on dépasse la Terre, donc d'une planète, d'une étoile, etc., etc. Donc l'évolution de la conscience, pour arriver progressivement à ce qu'elle grandisse et puis à ce qu'elle s'unifie totalement à tout, c'est le but que nous poursuivons sur cette Terre. En ce qui concerne la nature, tout va dans ce sens-là. On peut dire que la nature fonctionne comme ça parce qu'elle suit un plan. S'il n'y avait pas de plan, si chaque règne de la nature avait simplement son propre plan en poche, en disant, on est là, comme on dit quelquefois scientifique à une certaine époque, par hasard. La vie est née par hasard et nécessité sur Terre. Donc voilà, donc les minéraux ont suivi tel hasard, les végétaux tel autre, les animaux tel autre. Vous imaginez le bazar sur Terre? Donc c'est pour ça que finalement on se rend compte que non, ils suivent tous une même direction parce qu'il y a un même plan. L'extraordinaire fonctionnement, gestion de la nature existe parce que ça répond à une nécessité d'un plan global. S'il n'y a pas de plan, il n'y aurait pas ce processus de gestion de la nature. Tout le monde se rassemble sur cette direction. À quoi devons-nous cela, en termes un peu ésotériques? Nous devons ça à un rayon qu'on appelle le rayon 3. Le rayon 3, c'est ce qu'on appelle le rayon d'intelligence créatrice. Ce rayon 3, vous le connaissez sous d'autres noms depuis très très longtemps parce que c'est le troisième élément des trilogies divines habituelles. Dieu le Père, 1, le Fils, 2, le Saint-Esprit, 3. Ou Brahma, Vishnu, Shiva, ou bien Osiris, Isis, Horus. On retrouve un petit peu toute cette trilogie. Et finalement, le troisième élément, le plus bizarre, le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le rayon 3. Et ce rayon 3, donc, il est vraiment très important. On l'appelle donc l'intelligence créatrice, parce qu'on lui doit l'intelligence créatrice du monde. On pourrait dire que quelle que soit l'origine de l'univers, quel que soit qu'on l'explique, de toute façon, c'est le rayon 3 qui en est le responsable. On pourrait dire que l'univers tel qu'on le conçoit actuellement scientifique, c'est le rayon 3. Pourquoi? Tout simplement parce que le rayon 3 s'occupe de mettre ensemble le monde de la conscience et le monde de la forme. Le but mystérieux dans cet univers, et le processus qui se déroule sous nos yeux, c'est que toutes les consciences, si gigantesques soient-elles, apprennent des choses et développent des choses en s'incarnant dans des formes. Que ces formes soient minuscules, encore une fois comme des enzymes, des microbes, ou qu'elles soient majuscules comme des planètes, des étoiles, des galaxies. Donc où qu'on aille dans cet univers, dès qu'on voit des formes, c'est que forcément derrière il y a une conscience. Il n'existe aucune forme sans conscience. Aucune. Sauf naturellement ce que nous créons, parce que nous ne sommes pas les créateurs de cet univers. Nous, quand nous créons une chaise, c'est une forme sans conscience. Et le rapport, vous voyez, donc, qui existe entre la conscience et la forme, c'est le rayon 3. Le rayon 3, qui finalement se charge de mettre ensemble tous les niveaux de conscience
imaginable, depuis la plus petite conscience qu'on puisse imaginer, et c'est très très difficile, jusqu'à la plus grande conscience, et que chacune d'entre elles doit s'éveiller à une marche suivante, à travers une forme qui lui offre les meilleures conditions de vie, à travers laquelle cette conscience va apprendre certaines conditions, et qui lui permettra de s'incarner ensuite dans une autre forme un peu plus complexe, qui lui permettra d'apprendre encore plus de choses, qui lui permettra de s'incarner dans une autre forme encore plus complexe, et ceci depuis l'enzyme, restons sur Terre, jusqu'à la baleine ou jusqu'à l'humain. Donc vous voyez, c'est absolument gigantesque. Et quand on voit la variété dans le monde de la botanique ou dans le monde animal, c'est là qu'on se rend compte à quel point le rayon 3 est capable d'une qualité d'adaptation absolument fantastique. Réussir à adapter des formes physiques absolument pour tout. C'est particulièrement vrai pour le règne animal. Il existe absolument partout sur Terre. Il existe sur Terre, il existe sous Terre, il existe sur l'eau, il existe sous l'eau, il existe dans l'air, il existe en altitude, il existe dans les déserts glacés, dans les déserts torrides. Il n'y a aucune condition de vie qui échappe aux animaux. Comment le rayon 3 a pu mettre en place une intelligence développant autant de myriades de formes et toutes concourant au même but et toute interdépendance. Par conséquent, ce rayon 3, c'est à lui qu'on doit cette intelligence de la création. On lui doit aussi une loi fondamentale qu'on appelle la loi d'économie. C'est un mot grec, économie, qui veut dire éco, c'est la maison. Nomie, c'est la gestion. Économie, c'est la gestion de la maison. Et puis, on a agrandi la maison. La maison, maintenant, on essaie de l'imaginer en tant que la planète. La planète Terre est notre maison à tous. Donc, l'économie, c'est la gestion de la planète. Mais en ce qui concerne le rayon 3, qui ne s'arrête pas du tout à la planète Terre, c'est la gestion du système solaire, c'est la gestion de l'univers. Donc, c'est véritablement une économie cosmique. Économie voulant dire simplement comment réussir à gérer le rapport conscience-forme. Comment des consciences évoluent intelligemment à travers des formes. Ça, c'est l'histoire du rayon 3. Donc, ce monde de l'économie, c'est celui qui fait que le monde de la nature évolue dans un rapport tel que nous venons de l'exposer. Alors c'est là où on pourrait se dire, mais alors si je comprends bien, l'humain, il échappe complètement au rayon 3. Non, il n'échappe pas au rayon 3. Ben alors, il n'en sent pas les effets. Ah si, il en sent très très bien les effets. Alors c'est pas fort chez lui. Ah si, c'est très fort. D'ailleurs, on peut voir que le rayon 3 est vraiment un des rayons les plus anciens dans l'humanité, que l'humanité est complètement imprégnée de cette énergie du rayon 3. On dit, alors, pourquoi y a-t-il une gestion aussi disharmonieuse? Ah, mais ça c'est bien simple. Je vous ai fait remarquer que le rayon 3 était au service d'un plan d'amour. Rayon 1, rayon 2. Donc c'est le troisième. Il est donc au service d'un plan d'amour. Autrement dit, il est le moyen d'évolution du plan d'amour. Il vient en troisième point. Donc c'est qu'un moyen, le rayon 3, c'est pas un but. Mais du point de vue humain, quand nous, on s'est individualisé, qu'on est dans l'avoir pour être, on a oublié totalement qu'il pouvait y avoir un plan global. Alors le plan global de l'évolution de la conscience, totalement oublié. Donc qu'est-ce qui nous reste? Même aucun plan. On est même d'ailleurs souvent encore persuadé qu'on est venu ici par hasard et qu'on disparaîtra aussi par hasard. Alors qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Uniquement nos désirs, nos envies. C'est ça qui nous fait bouger, qui nous motive complètement. Alors du coup, le rayon 3, il n'est plus au service d'un plan. Il devient au service de nos désirs. Et comme les désirs sont numéro 1, le rayon 3, il va devenir tout simplement quelqu'un qui va vitaliser complètement les désirs. L'humanité, se sentant dynamisée par ce rayon 3, ils vont se mettre à créer toutes sortes de choses. Chacun va créer selon son propre désir, selon ses propres fantasmes, selon son propre petit plan individuel et personnel. Autrement dit, au lieu d'avoir un grand rayon d'économie, une gestion géniale au service d'un plan global, nous avons 7 milliards d'individus qui ont 7 milliards de plans différents avec des milliards et des milliards de désirs. Voilà pourquoi le rayon 3, vécu par l'humain, devient le rayon de l'inintelligence créatrice, de la bêtise créatrice. Et ça, c'est pas que le rayon 3, on l'a vu déjà pour d'autres rayons, le rayon 4, le rayon 6 qu'on a étudié ensemble, c'est tout simplement ce qui se passe à chaque fois qu'il y a individualisation. Il ne faut pas oublier que les grands rayons, les qualités fondamentales, c'est pareil pour les qualités astrologiques, toutes ces qualités n'existent que lorsqu'elles sont considérées en termes de globalité, en termes d'ensemble.
Là, c'est vraiment des qualités. Dès que ces qualités sont utilisées à des fins personnelles, ça s'inverse. La qualité devient un défaut. Ce qui était vraiment une qualité d'ensemble devient quelque chose qui est complètement le défaut. Donc le rayon 3 devient finalement l'énorme défaut principal de l'humanité. C'est la principale qualité de la nature, gestion globale, et le principal défaut de l'humanité, parce que d'un seul coup, nous mettons énormément d'énergie à développer une créativité correspondant à chacun d'entre nous, ne tenant aucun compte de l'ensemble, ni même du futur, encore moins de la planète. Vous voyez, ça c'est une inversion absolument fondamentale. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que d'une manière globale, et en accompagnement de cela, tout ce qui était des moyens va devenir des fins en soi. Notre corps, comme forme, toutes les formes sont des moyens d'évolution de la conscience. Mais quand je ne pense plus du tout en termes d'évolution de la conscience, mon corps, mais ça devient tout. Éventuellement, c'est une fin pour moi. C'est un but. Bah non, pourtant. Toutes les formes, tout ce que nous désirons, toutes les formes mentales, émotionnelles, affectives. Donc dans notre civilisation, on voit bien que tout ce qui est formel a pris non plus le rôle de moyen d'évolution, mais devient un but en soi. L'argent, c'est moyen typique, c'est devenu un but. La forme, vous voyez, ce qui était le moyen, est devenu tout simplement le but par inversion de ce processus de rayon 3. Voilà, c'est là, vous voyez, ça prend des conséquences énormes parce que cette inversion, c'est à elle que nous devons tous les dégâts planétaires que nous notons, aussi bien dans la vie financière que dans la vie économique, que dans la vie écologique, du coup, que tous les coups de société que ça peut avoir. Donc vraiment, tous les désastres qu'on a actuellement, c'est véritablement à cause de cette inversion du processus de créativité qui fait qu'on a complètement oublié que si on voulait une gestion globale, il fallait que ça se passe au niveau d'un plan global. Mais comme il n'y a plus ça, comme on s'est individualisé, on cherche chacun à avoir pour être, et ben voilà. Donc voilà pourquoi, vous voyez, ce rayon 3, c'est la clé de l'histoire. Et ce qu'il va nous falloir retrouver, si on veut retrouver une économie, si on veut retrouver une gestion planétaire intelligente, on voit bien que finalement, il va falloir changer des choses dans la particularité de l'être humain. Il va falloir qu'on change parce que tant que nous sommes persuadés que nous avons nous-mêmes à créer notre propre vie et à réussir notre propre projet, sans tenir compte du reste, chacun sa vie après tout, ce sera un désastre constant dans lequel nous allons complètement ruiner la planète. Alors, peut-être que du coup, il faut en revenir à l'imitation de la nature, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et pour imiter la nature, peut-être que ce qui serait intéressant, c'est d'en revenir justement à cette histoire de libre circulation, le libre-échange. Peut-être qu'effectivement, il faut que nous en revenions au libre-échange. C'est peut-être ça l'intéressant. En tant que doctrine économique, c'est discuté depuis longtemps. Est-ce que c'est le protectionnisme ou le libre-échange qui est le mieux ? Est-ce qu'il faut faire attention de ne pas s'ouvrir trop tôt et chacun se développe dans son coin ? Oui, c'est peut-être intéressant, mais peut-être qu'on n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas tous les mêmes énergies, on n'a pas tous les mêmes terres cultivables. Donc le perfectionnisme est intéressant pour nous, mais est-ce que finalement, il n'y a pas intérêt à ce qu'on soit tous une humanité unie et que les échanges sont certainement préférables ? Donc libre circulation. C'est pour ça qu'on voit aussi des pays qui s'unissent, comme l'Union européenne. Et donc, au sein de l'Union européenne, on a défini, par exemple, 4 libertés, qui sont importantes donc dans la définition de l'Union européenne. La liberté de circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes. En ce qui concerne les capitaux, les services et les biens, ça va, ça circule pas mal. En ce qui concerne les personnes, vous noterez la nuance, on a dit circuler, on n'a pas dit s'installer. Hein ? On n'a pas dit liberté d'installation. Circuler, oui, vous pouvez, pas de problème. Bon, c'est une nuance. Et on voit bien que généralement, par rapport au libre-échange, quand on voit même au niveau mondial, tout le monde retient dans le libre-échange les 3 premières. Oui, on va échanger les biens, les capitaux, les services. Les personnes, très modérément. C'est généralement ce qui gêne le plus. Ce qui va jeter justement un regard très suspect sur ce processus de libre-échange. On pourrait dire, alors est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne bien ? Oui, la définition en tout cas du libre-échange, c'est de dire il faut absolument supprimer toutes les barrières douanières. Il faut absolument supprimer toutes les lois, tous les règlements, tout ce qui gêne le commerce, tout ce qui gêne les échanges. Il faut que ça puisse être complètement libre et que finalement, chacun, si vous produisez du café, puis nous on produit des voitures, et voilà, vous nous vendez librement votre café, on vous vend librement les voitures, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que, comme ça, l'idée est belle. Les échanges comme ça, c'est très beau, c'est très joli sur le papier et en théorie. Ça donne quoi, après, en réalité ?
Ah ben en réalité, on s'aperçoit que c'est un petit peu différent. Même par exemple, au sein de l'Union européenne. Ben, au sein de l'Union européenne, dans laquelle il y a ce libre-échange, donc entre tous les pays, ben, on s'aperçoit que ça pose des problèmes. Parce que les pays n'ont pas forcément tous le même niveau. Et par conséquent, on voit bien que ça crée toutes sortes de délocalisations industrielles ou autres. Ou bien qu'on va voir certains pays qui sont très producteurs de telle ou telle marchandise envahir le restant de l'Europe avec ça. Et on voit comment très régulièrement, au niveau de la société, ça déséquilibre complètement les libres circulations locales. Tout ce qui pouvait être organisé au niveau local et qui fonctionnait bien, pouf, tout ça, ça vole en éclats parce que des courants, des flots qui arrivent comme ça, qui vont complètement désorganiser ce qui se passe au niveau local. Ça, c'est au sein de l'Union européenne. Mais on s'aperçoit que finalement, dans d'autres zones de libre-échange, il y a aussi beaucoup d'autres dégâts. Par exemple, dans ce qu'on appelle l'ALENA, l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ils ont fait un accord de libre-échange. Ça a causé beaucoup de soucis au Mexique sur le niveau des fonds financiers. Bon, ils ont dû dévaluer plusieurs fois. Mais surtout, toute l'agriculture du maïs, qui était très traditionnelle au Mexique, a été complètement fichue en l'air par l'arrivée du maïs transgénique subventionné aux États-Unis et qui naturellement a réduit très vite à néant par ses bas prix toute l'agriculture traditionnelle du Mexique. Plus grave encore, parce que ça se passe tous les jours, entre les pays riches et l'Afrique. Nous inondons l'Afrique, quand il y a des accords de libre-échange, de nos surplus agricoles, d'élevage. À tel point que dans ces pays-là, il y a certains pays dans lesquels c'est fini, c'est même pas la peine de cultiver, c'est pas la peine d'élever des poulets ou quoi que ce soit, parce que ceux qui nous arrivent par bateau entier sont tellement moins chers que ça sert à rien que moi j'aille sur mon marché vendre mes produits locaux, je ne les vends pas. Et donc ça fiche en l'air complètement tout le tissu sociétal donc, du coin. On s'aperçoit donc qu'en réalité, le libre-échange tel qu'il fonctionne actuellement, c'est véritablement quelque chose qui est assez destructeur. Par contre, c'est quelque chose qui est très utile pour les multinationales. Ah ça, ce sont les multinationales qui sont extrêmement demandeurs de ça. Non, le paysan local, il est très peu demandeur. Par contre, les multinationales, les grands fonds financiers, eux, ils ont véritablement envie que ça prenne de l'ampleur. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, le pouvoir économique, au lieu d'être au service véritablement du pouvoir politique, est en train de le supplanter. On s'aperçoit que finalement, le pouvoir économique, il devient transnational. Il ne s'occupe absolument pas de savoir qu'est-ce qui gère, qui a le pouvoir, il s'en fiche éperdument. Il est au-delà de ça. Et pourtant, est-ce que ça a du libre-échange? Non. Il n'y a qu'à voir, quand on fait des accords de libre-échange, à quel point c'est difficile, à quel point ça se négocie, à quel point chacun cherche en réalité à être gagnant. Et donc le libre-échange, ça devrait être théoriquement gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne. C'est pas le cas. C'est évidemment gagnant-perdant. Et lorsque on croit au début avoir fait une bonne affaire et un bon accord de libre-échange, ça veut dire que moi je me dis, à tous les coups, je vais leur vendre beaucoup plus que ce qu'ils vont me vendre, ça va être une très bonne affaire. Si d'un seul coup ça se révèle, pour des changements de circonstances, pas si bonne que ça, je leur demande tout de suite la renégociation des accords de libre-échange. C'est vous dire que ça n'a rien de libre. C'est complètement intéressé. Derrière tout ça, il y a les intérêts particuliers, il y a les intérêts des grandes puissances, il y a les intérêts donc de l'argent. Donc ça n'a vraiment rien du tout de libre et on est complètement à côté du processus. Donc ça ne fonctionne pas au niveau international, ça ne fonctionne pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui est au service, encore une fois, des plus puissants et qui ne répartit rien. Ça n'aide pas du tout les pays à avancer, ça ne répartit absolument pas les richesses. Au contraire, ça les mobilise de plus en plus, chaque fois dans des mains de moins en moins nombreuses. Donc, ce n'est pas une solution. Mais comme vous le savez, parce que depuis qu'on regarde un petit peu tous ces défis, on en revient finalement à la base de la société, la base du monde, à savoir nous. Est-ce que nous, ça fonctionne le libre-échange entre nous? Je ne parle pas du libre-échange au niveau matériel, mais au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau plus élevé. Non, pas tellement. Quand on voit par exemple quelquefois les difficultés qu'on a à échanger avec des gens de pays différents, de cultures différentes, de partis politiques différents, de religions différentes. Pas facile d'échanger vraiment librement, simplement comme ça. Pas évident. Même entre nous, dans la société, c'est pas facile non plus d'échanger complètement librement avec des gens qu'on rencontre, avec des associés, avec des amis, avec des proches.
peut-être même quelquefois en couple. Pourquoi? Mais parce qu'on a toujours, nous aussi, on a nos petits calculs. Nous aussi, on cherche à être peut-être plus gagnant que perdant. Donc si je lui dis ça, peut-être pas trop lui dire, mais si je vais lui dire comme ça, et puis ça je lui dirai pas parce que sinon il va se passer ça. Donc on voit bien qu'on a aussi nos petits calculs, nos petites histoires qui font qu'on n'est pas franchement libre de tout dire comme on veut. Parce que on attend, comme nous l'avons vu la fois dernière, on attend toujours nos retours sur investissement. Donc c'est évident que c'est pas facile non plus de notre côté d'avoir véritablement donc de libres échanges. Donc si nous c'est difficile d'avoir des libres échanges de notre côté, entre nous, on imagine qu'effectivement au niveau mondial, ça ne peut pas du tout fonctionner non plus, puisque nous ne sommes que finalement l'échantillon de ce qui va se multiplier après à un niveau plus global. Alors on se dit, c'est dommage ça, parce que c'était une bonne idée, mais pourquoi est-ce que c'est aussi difficile d'établir des libres-échanges? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Tout simplement parce que dans libre-échange, il y a libre, et que nous ne sommes pas libres. On n'est pas du tout. Tant qu'on n'est pas libre, on ne peut pas établir de libres échanges. Ça ne pourra pas fonctionner. Il va falloir donc apprendre à se libérer progressivement, de manière à pouvoir trouver une juste circulation à tous les niveaux. Qu'est-ce que ça va nous demander? Je vais essayer de vous faire un schéma. Alors, c'est un schéma, donc c'est tout à fait imparfait. Ça donne juste une petite idée. Je ne vais même pas le compliquer de trop, parce que sinon, ça nous emmène trop loin. Mais c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que ça peut donner quand on imagine justement ces circulations. En fait, la grande difficulté, c'est que dans le premier aspect, c'est qu'on n'est pas libre dans toutes nos circulations sur tous les plans. Essayons de montrer cela. Je dessine d'abord 3 lignes qui vont représenter le plan physique éthérique, le plan d'énergie, ici, le plan émotionnel et le plan mental concret, 3e ligne. Donc nous avons ces 3 lignes, éthérique, émotionnel, mental. Je les mets en tant que ligne comme ça pour bien me donner l'idée que ce sont des réseaux. C'est-à-dire que sur le plan éthérique, c'est évident qu'il y a une libre circulation. On l'a vu, on l'a souvent parlé, on en a parlé il y a 2 mois. Sur le plan d'énergie, il y a une parfaite libre circulation de toutes les énergies. Sur le plan émotionnel, il y a aussi une libre circulation des émotions entre tous les gens, tout le temps. C'est complètement même planétaire. C'est même tellement planétaire que souvent les émotions créent des contagions. Il n'y a qu'à voir, par exemple, comment d'un seul coup il y a une contagion dans un pays parce qu'on a gagné la Coupe du Monde de football. Ou bien, dans un autre genre, quand on a été victime du terrorisme et qu'on est tous complètement abattus et que ça gagne même d'autres pays et qu'on s'aperçoit combien, mais c'est assez affreux ce qui se passe. Il y a une véritable contagion émotionnelle, même mondiale. Donc on peut s'apercevoir qu'effectivement, les émotions, ça circule bien. On est même aidé maintenant d'ailleurs pour les faire circuler par les réseaux sociaux, sur lesquels on peut balancer tout ce qu'on veut comme émotion, par Internet, sur la télévision, etc. Donc on voit bien que ça, alors là, pour ce qui circulait, ça circule. Et surtout, notre principale problématique pour nous, c'est souvent de savoir s'en protéger. Parce qu'on peut être atteint par des ambiances. Quand on est vraiment pris dans un bain de foule où tout le monde est délirant, dans la tristesse, dans la peur, ou au contraire dans la gaieté, savoir garder son calme, savoir se retrouver, ne pas se laisser envahir par cela, fait partie de la libre circulation. Vous remarquerez qu'on est proche finalement de ce qui se passe avec le libre-échange, quand un pays fort intervient dans un pays faible. Là, quand une émotion forte et puissante vient nous troubler, ça nous fiche complètement en l'air, momentanément. Et c'est pas facile toujours de s'en protéger, parce qu'on n'est pas libre, parce qu'on n'a pas appris complètement à se dégager complètement de l'émotionnel. Sur le plan mental, pareil. Sur le plan mental aussi, les idées circulent. Alors là, c'est des idées plus concrètes, donc, mais ça fonctionne. Comme c'est complètement en rapport avec le plan émotionnel, toutes les modes, toutes les idées, toutes les opinions, tout ce qui circule, ça circule partout, il n'y a pas de problème. Donc on se trouve là face à 3 plans, qui sont 3 réseaux, et finalement partout c'est planétaire, donc il y a tout à fait une liberté de circulation. Là, tout va bien. Au-dessus, on va marquer la personnalité. Comme la personnalité, c'est la conscience de moi, tout d'abord, je l'individualise. Vous voyez, je ne mets pas une ligne, parce que justement là, il ne va pas y avoir de circulation dans un premier temps. Et puis j'en fais 4 parce que nous allons regarder ce qui va se passer au cours des 4 mondes de conscience. Au-dessus, je remarque une ligne qu'on va appeler la ligne du mental abstrait. Le mental qui est capable de se dégager de l'émotionnel pour essayer de percevoir les lois fondamentales, les idées fondamentales, et surtout les idées d'ensemble. Et en rapport au-dessus, je vais mettre une autre ligne qu'on va appeler la ligne du cœur. Et puis, l'âme, naturellement, sur les 2 lignes supérieures,
Au niveau du mental abstrait, c'est là où circulent les lois. Il y a un réseau, ça circule parfaitement. Au niveau du cœur, c'est effectivement un réseau d'amour, ça circule parfaitement. La difficulté, là, c'est pas du tout de se laisser envahir, c'est peut-être de les atteindre. Et naturellement, l'âme, qui est ce petit point de lumière que nous sommes chacun, et qui est ce point d'accroche, ce point avec lequel nous pouvons contacter justement ces lignes de mental abstrait et ces lignes de cœur. Voilà donc un petit peu ce processus, comment ça se présente. Donc comme on le voit finalement, même au niveau de la personne inférieure, nous sommes composés d'éléments, d'énergie qui circulent bien. Et donc à un niveau horizontal, tout va bien. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, nous, à être aussi horizontaux que les réseaux dont nous sommes composés? Parce qu'il nous manque quelque chose de fondamental. C'est la libre circulation verticale. C'est que chacun d'entre nous, nous sommes complètement dans un processus de verticalité. Et c'est là que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui va se passer, par exemple, dans les gens qui sont en conscience de dépendance, qu'on va appeler le premier monde? Eh bien, ces gens, ils sont en train, actuellement, de chercher à coordonner, à créer une coordination entre le plan éthérique, le plan émotionnel et le début du mental. Voilà. Actuellement, ils en sont là. C'est ce qu'ils ont créé comme point de verticalité. Ils commencent à relier ces différents réseaux. Mais ils ne fonctionnent pas encore complètement librement au niveau du mental. Et la petite croix que je mets, c'est le point de gestion. Actuellement, donc, ils gèrent leur vie ici, à partir donc justement d'un émotionnel plus ou moins teinté de mental. C'est leur point de gestion. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, en conscience de dépendance, eux, ils peuvent très très bien fonctionner sur un réseau entre émotionnels. Alors ça peut fonctionner très très bien, comme les adolescents, souvent qui en sont à ce même point, ils construisent un petit peu progressivement le mental aussi, mais donc souvent ça fonctionne aussi très bien au niveau de l'émotionnel. Bien, mais la personnalité n'est pas encore atteinte, l'âme non plus du tout. Donc on n'est pas du tout dans ces réseaux. Pour l'instant, ils sont complètement encore prisonniers de ces trois plans qu'on appelle les trois plans de la forme. Donc naturellement qui ne nous donnent pas toute la libération possible qu'on retrouve sur le plan de l'âme. Dans le deuxième monde, qui est celui qui pose problème justement face aux gestions du monde tel qu'on le définit ce soir. Ce deuxième monde, nous allons trouver un travail qui se fait comme ceci. On remonte du plan là, on remonte là, on atteint le mental concret et on atteint le monde de la personnalité. Et donc, on atteint effectivement ce monde de la personnalité qui, elle, n'est pas un réseau, qui est là en quelque sorte pour amener un développement personnel. Et donc, à l'intérieur de cette personnalité, on va trouver quelque chose qui se ferme, au contraire. On va trouver quelque chose qui va fonctionner en interne. Et donc, je vais avoir mon propre physique, mon propre émotionnel, mon propre mental, et je ne suis pas prêt à partager. C'est moi, c'est mes histoires. Et à l'intérieur de ce fonctionnement interne, là aussi, on a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que le plan émotionnel qui est le plus fort envahit tout. Il envahit aussi bien le mental, il va envahir aussi bien le physique, il envahit aussi la personnalité. Si bien que l'aspect fondamental justement de quelqu'un du deuxième monde, c'est d'être complètement dans un moi émotionnel. Et voilà pourquoi, là on est encore moins libre. Ça veut dire que tout ce qu'on veut, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout est complètement teinté justement d'émotions, d'attente, d'espoir, de désir, au contraire de peur, d'agressivité. Bref, toutes les émotions qu'on peut avoir, c'est dire que finalement, toutes nos relations sont complètement teintées par ce monde-là. Donc là, encore une fois, il n'y a pas du tout non plus de fonctionnement en réseau parce qu'on est enfermé dans notre moi-je. Heureusement, quand on va arriver dans le troisième monde, il va se passer quelque chose d'un peu différent. On va commencer à contacter l'âme. C'est un début. C'est un début. C'est pas encore parfait, mais ça va déjà sérieusement changer la vie. À tel point qu'on pourrait représenter l'espèce de bulle fermée que j'ai faite ici, et qui sépare les individus des uns des autres, qui fait qu'il n'y a pas justement de coopération. Cette bulle, par moment, elle se fissure, elle s'entrouvre, elle permet les relations. C'est un peu un clignotant, parce que quand on est dans ce troisième monde, vous le connaissez puisqu'on en est tous là, dans ce troisième monde, il y a des tas de moments où on est comme si on était encore dans le deuxième, c'est moi. Et on fonctionne bien comme moi. Puis il y a des moments, pouf, ça s'ouvre. Les autres, l'ensemble, la nature, la globalité, puis pouf, remoi. Donc on connaît bien un petit peu ce fonctionnement de clignotant. Donc c'est un petit peu ce qui se passe dans ce système-là. Mais c'est un début extrêmement intéressant parce que à partir de là, à partir de ce troisième monde, on voit que la connexion, même si elle était très très faible encore avec les mondes d'en haut, mais elle commence à se faire et qu'à partir de là, il y a un rayonnement qui commence à pouvoir réellement s'opérer. À partir de ce moment-là, le point de gestion se passe quelque part entre le monde de la personnalité et le monde de l'âme. On peut voir qu'à partir de là,
on se rend compte que finalement, on participe à un ensemble, on travaille à un ensemble, et on commence à réaliser l'importance des réseaux. Non seulement le réseau entrant, comme dans le deuxième monde, mais le réseau sortant, montrant combien nous avons à fonctionner par rapport à cela, et qu'on n'a pas à gérer simplement sa vie, soit tout seul dans sa bulle. Il faut gérer les réseaux, gérer l'ensemble, gérer la globalité, parce qu'on appartient et qu'on fonctionne sur ces réseaux. Et je ne peux le faire que parce que moi-même, j'ai complètement coordonné tous ces réseaux en moi. Et là, naturellement, quand on va arriver dans le quatrième monde, on est véritablement, on a passé tout ça, on a établi tous les contacts jusque-là, on a établi le contact jusqu'au mental abstrait, jusqu'au cœur, et le point de gestion donc va se trouver là. Et là, naturellement, c'est le point de gestion idéal. À partir de ce monde-là, ça rayonne sur tout, sur tous les réseaux, et là, on est vraiment dans le monde de la libre circulation totale. Là, c'est vraiment complètement, on verra même tout à l'heure, on est carrément dans le monde de la juste répartition. On verra un petit peu ce que ça veut dire par rapport à ce monde-là. Vous voyez, par rapport aux phrases que j'avais mises pour commencer, là, on est vraiment donc dans l'avoir pour être. Avoir pour être, c'est vraiment ce qui se passe ici, dans ce deuxième monde. Et c'est pour ça qu'il y a tellement peu de libre circulation et de libres échanges. Parce qu'on s'occupe de soi, on ramène tout à soi. Dans la deuxième phrase, se libérer de l'avoir pour être, c'est ce qui se passe justement dans ce troisième monde. On se libère progressivement des trois niveaux de forme et on commence justement à être véritablement et à vivre autrement. Et enfin, dans le quatrième monde, c'est là où on utilise complètement tous les avoirs au profit de l'ensemble. Et ceci justement en tant qu'être fondamental. Voilà donc pourquoi c'est difficile d'avoir du libre-échange. Tout simplement parce que si les plans eux-mêmes circulent sur un plan horizontal, nous n'avons pas la connexion. Nous, on fonctionne sur un mode vertical. Et verticalement, on est prisonnier de ces plans. Parce que tant qu'on n'a pas réussi à faire la connexion jusqu'au bout, on est toujours soit dans le physique, soit dans l'émotionnel, soit dans le mental, soit dans le moi personnel. Et chaque fois qu'on est dans ce moi, je ne peux pas avoir des justes relations avec les autres. Ça ne peut pas circuler librement. Parce que je suis toujours prisonnier de ce point-là. Je suis toujours prisonnier de cette bulle. Et donc progressivement, il faut faire éclater cela. Il faut arriver à remonter le point de gestion jusqu'au point où je me retrouve à la fois dans le mental abstrait et dans le cœur, on en reparlera tout à l'heure, et qui sont justement des points à partir desquels il y a véritablement quelque chose qui peut se faire. Une véritable libre circulation. Et puis, regardez aussi un point important. Pourquoi est-ce que les pays riches cassent tout par rapport aux pays pauvres quand ils interviennent justement dans un processus de soi-disant libre-échange? Tout simplement parce que pour réussir à ce qui est libre circulation, libre-échange, il faut être à peu près au même niveau vibratoire. Comment voulez-vous ici que quelqu'un qui soit dans le deuxième monde puisse faire un véritable libre-échange avec celui du premier? Et je me place du point de vue psychologique. Mais ils n'ont pas grand-chose en commun, ils n'ont pas mis en commun les mêmes points fondamentaux. Comment voulez-vous que celui du troisième monde, qui est remonté encore plus par rapport à l'âme, mette en commun son histoire avec celui du deuxième? Il ne peut pas non plus. À moins d'en revenir au plus petit comme un multiple. Ah oui, s'ils décident tous de faire une méga fête sur le plan émotionnel, là ils se retrouvent tous. Mais bon, c'est pas franchement le but. C'est pour ça que lorsqu'on commence à être effectivement sur les mêmes plans, quand on a synchronisé les mêmes choses, quand on a synchronisé les mêmes réseaux, donc dans un couple, des amis, des gens qui travaillent ensemble, ou des gens qui s'intéressent exactement aux mêmes choses, alors oui, là il y a quand même des choses qui peuvent exister, qui peuvent commencer à exister du point de vue des justes relations, mais pas autrement. C'est pour ça que les libres-échanges ne peuvent pas exister quand ce n'est pas symétrique, ni au niveau des individus, donc pas au niveau des pays. Est-ce qu'il y a libre-échange entre les parents et les enfants? De l'argent, des idées? Ah non. Non. On est des parents et un enfant de 4-5 ans, libre-échange. Non. C'est pas symétrique du tout. Donc oui, c'est impossible. Donc il y aura tout un processus de rapport dépendant de l'éducation, mais ce n'est pas du tout quelque chose donc, de symétrique. Donc c'est pour ça que c'est un peu intéressant de voir que finalement le libre-échange ne peut fonctionner que dans certaines conditions. Et que c'est pour ça que finalement pour l'instant, pour nous, ce n'est pas franchement un modèle jouable parce que l'essentiel de la société se trouve sur ce deuxième monde. Et là on le voit bien, on est chacun dans le pour soi et qu'on a beau faire partie de réseaux qui sont eux-mêmes donc en circulation, nous en faisons quelque chose qui est tout simplement pour soi. Alors on pourrait dire, alors franchement c'est dommage, il faut enterrer cette idée de libre circulation, on laisse tomber, on abandonne. Non,
Ah ben non. Non, non, ce qu'on montre justement avec ce schéma, c'est justement les phases. Pourquoi c'est impossible maintenant, mais pourquoi on va vers une libre circulation dans le troisième monde et une juste répartition dans le quatrième? Ça nous donne un espoir. Et si chacun d'entre nous, nous sommes là ce soir, c'est justement parce qu'on a déjà abandonné quelque peu le deuxième monde, on est au minimum au troisième monde, et qu'on commence à avoir une petite idée de ce que ça donne de se libérer des plans inférieurs, se libérer justement de l'émotionnel, du moi, etc., des intérêts, du désir. On commence à avoir des moments où on est comme ça. Et donc ça peut donner naissance à des libres circulations. Qu'est-ce que ça va nous demander? 2 points essentiels qu'il nous faut développer chacun. Le premier point, c'est retrouver un plan global par le mental abstrait. On l'atteint quand on atteint cette ligne-là. Le deuxième point, c'est retrouver le développement du cœur qu'on atteint quand on atteint cette ligne-là. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui se met ici, donc dans le troisième et quatrième monde. Voyons qu'est-ce que ça donne de manière plus détaillée. Tout d'abord, en rapport avec un plan global. Tout à l'heure, je vous disais, la qualité du rayon 3, c'est d'être au service d'un plan. La grande loi d'économie mondiale, c'est d'organiser le rapport entre l'âme et toutes les formes de tous les règnes, y compris les planètes, les étoiles, etc., donc partout dans l'univers, le juste rapport entre conscience et forme de manière à ce que tout évolue dans le sens du plan d'amour. Et je vous disais, le drame que nous en avons fait, c'est que comme on a oublié qu'il y avait un plan d'amour, et qu'on y a substitué un plan personnel, le monde économique, d'un seul coup, est devenu le but, alors qu'il n'était que le moyen. Le rayon 3 est devenu le but, alors qu'il n'était que le moyen. Donc la solution est simple. Si nous voulons finalement refonctionner d'une manière normale, il faut que nous redonnions au 3 son rôle de moyen, mais pour ça, encore faut-il que nous ayons le 1. Mais c'est ce que nous avons complètement perdu. C'est pour ça que ce qui est important pour nous, ce qui est fondamental pour nous, c'est de se dire, mais quel est le plan à travers lequel nous allons évoluer? Quel est le plan d'ensemble? Quel est le plan global? Tant que nous nous contentons d'un plan individuel, tant qu'on se contente de dire « Bon ben moi, mon plan de vie, c'est ça. Je l'ai organisé quand j'étais jeune, ça a à peu près bien marché. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je suis assez content de moi. Bon, si c'était à refaire, 2-3 petits problèmes, mais je crois que je referai à peu près la même chose. Voilà. Bref, j'ai réussi ma vie, je suis content. » Ça, c'est des déclarations de deuxième monde. J'ai réussi ma vie, je suis content, deuxième monde. Ouais, qu'il faut un petit peu troisième aussi. Par contre, ce qu'on développe à partir du troisième monde, c'est de dire, mais on s'en fout de réussir sa vie. L'individualisme n'a pas de sens. On n'est pas là sur Terre, on n'est pas venu sur Terre simplement pour imaginer un projet personnel et le réussir. Ça n'a aucun sens, puisqu'on est une globalité, on est un ensemble. Donc c'est évident qu'il faut qu'on change complètement ce paramètre et qu'on le remplace par le fait que dire, non, non, on est un plan d'ensemble, on est une globalité, et à partir de là, on va voir comment on s'y prend pour avancer ensemble. Il nous faut redéfinir un plan d'ensemble. Et ça doit prendre une telle importance que ça doit devenir notre leitmotiv essentiel dans notre vie. Presque tous les matins, on se lève en pensant au plan d'ensemble, au lieu de penser qu'est-ce que je vais faire de ma journée pour réussir ma vie. Deuxième monde. Non, qu'est-ce que nous allons faire de notre journée pour réussir donc la vie planétaire? Qu'est-ce que nous allons apporter à l'ensemble? Se réinscrire dans cet objectif-là. On peut dire, bon, bah oui, alors, c'est quoi ce plan d'ensemble? Est-ce qu'on va parler du plan d'amour? Oui, mais au quotidien, ça vous motive, vous, le plan d'amour? Bon. Est-ce qu'on va parler, est-ce qu'il faudrait que la solution, c'est que l'humanité croit à nouveau en Dieu? Non. Non, ça, on a déjà fait, ça. Que l'humanité entière croit en Dieu, ça a créé beaucoup de guerres. Ça en crée encore, d'ailleurs. Hein. Donc, non, c'est pas la peine, non, ça, c'est pas le truc. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Oh, il faut partir de notre prochain pas et de ce qui est le plus simple. Ce que nous cherchons à atteindre, c'est ce monde de l'âme, c'est ce monde du cœur et ce mental. C'est ça que nous cherchons à atteindre. Voilà pourquoi, finalement, si l'âme, comme nous le désignons, est avant tout un monde de conscience d'ensemble, de conscience de groupe. Souvent, quand on cherche à définir, quand on nous demande des explications, « Ah, tu crois en l'âme? Qu'est-ce que c'est pour toi l'âme ?» C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Alors, c'est comme qui dirait un point de lumière. Bon, vous voyez, on est toujours un petit peu embarrassé. Ce qui est vraiment important maintenant, dans le XXIe siècle, c'est d'arriver à définir tout le processus spirituel par la psychologie.
Oh, par la psychologie ancienne, hein, la psychologie ésotérique. C'est-à-dire non plus à définir les choses d'une manière un peu mystique, à l'ancienne, mais simplement en termes d'état de conscience. L'âme, ça n'est rien d'autre qu'une conscience d'ensemble. Et c'est superbe, parce que vous avez des gens qui sont mystiques, vous avez des gens qui méditent, vous avez des gens qui croient en l'âme, tel qu'on peut le dire d'une certaine manière ésotérique, et qui considèrent généralement que tous ceux qui ne considèrent pas l'âme, ou tous ceux qui se disent complètement athées, ou qui considèrent même que évoquer l'âme c'est une bêtise, sont des gens qui sont loin, loin, loin encore dans l'involution. Non, non. Toute personne dans sa vie qui pense, agit véritablement au service de l'ensemble, même si c'est un ensemble local, toute personne dont on perçoit très nettement que sa propre vie, sa propre réussite, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est vraiment d'apporter quelque chose pour que l'ensemble avance. Ce sont des gens qui vivent en tant qu'âme. Qu'ils y croient ou non, n'a aucune espèce d'importance. Le mot âme étant l'aspect ancien dont on désigne les choses. Peut-être que maintenant, on pourrait peut-être arrêter de dire âme et de dire simplement la conscience globale, la conscience d'ensemble. C'est ça qui est magique. C'est que finalement, vous voyez, la personnalité, c'est la conscience personnelle. L'âme, c'est la conscience globale. Le passage, c'est du moi ou nous. Et voilà pourquoi, finalement, on pourrait définir plus simplement le plan qu'on pourrait suivre, l'idée qu'on pourrait suivre, comme simplement l'idée de justes relations humaines. Il n'y a peut-être pas plus de choses importantes que ça. L'idée qu'on se lève tous les matins, parce que le plan d'ensemble qu'on a tous à suivre, c'est les justes relations entre les humains. Les justes relations entre les humains et tous les règnes de la nature. C'est pour ça que oui, c'est vraiment intéressant, je vous le soumets à votre réflexion, à vos méditations, se dire que finalement, si vraiment on est tous empreints de ça, si vraiment on se dit que c'est ça qui est le plus important, que notre objectif à tous, si nous avons un petit peu cet éveil au troisième monde de conscience, notre objectif à tous, c'est de promouvoir de plus justes relations entre tous les hommes et les femmes. Ce qui n'est pas gagné. Et les autres règnes de la nature. C'est absolument fondamental. C'est là qu'est notre progrès possible. Et à partir du moment où on voit ça, on voit très bien comment le système économique va se réorienter. Ah bon? Mais alors si c'est l'humanité tout entière qui compte, mais il va falloir partager. Ah oui, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. On ne peut pas continuer d'exploiter les richesses à certains points puis qu'il n'y en a pas. Et puis si on considère que l'humanité est véritablement une, comme une seule et même famille, on ne peut pas concevoir une minute de continuer dans ces circonstances. Donc politiquement, il va falloir faire quelque chose. Il va vraiment falloir que ça cesse. Mais tant que nous ne sommes pas assez nombreux à être persuadés de cela, ça ne marche pas. Et on n'a même pas les hommes politiques qui existent pour le faire. Parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et que nous-mêmes, quelquefois, dans notre quotidien, et pris dans notre quotidien, on l'oublie complètement. Notre vie personnelle reprend tellement souvent l'importance. Bon, c'est pas tous les autres, mais ma vie. Mon bonheur, mon malheur, etc. Ben non. Il faut laisser tomber ça et se dire, non, ce qui compte vraiment psychologiquement, le prochain étape psychologique, c'est l'avancée de l'ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ça? Et donc, dès que le politique reprend sur l'économique, entendez par là au sens le plus global, hein, dès que le plan reprend le dessus sur la mise en œuvre du rayon 3, le 1 l'emporte sur le rayon 3, toutes les choses rentrent dans l'ordre. Tout ce qui avait été inversé va reprendre vraiment sa place. Et là, le monde des solutions techniques va pouvoir apparaître, mais ce n'est pas notre travail d'en parler ici. Le deuxième point qui est important, que j'évoquais, c'est le plan du cœur. Je l'évoquais un petit peu tout de suite, là, à propos du plan. Mais ça, c'est un plan vraiment fondamental aussi à travailler. Donc, vous voyez, le premier point, c'est d'être persuadé que le meilleur plan dont nous avons à nous pénétrer, c'est vraiment les justes relations humaines avec les autres règnes. Et deuxièmement, c'est justement d'entrer dans la qualité de cette vision. Et la qualité de cette vision, c'est ce qu'on appelle le cœur. Bon, comme vous le savez, hein, vous qui suivez là depuis des années, le cœur n'a rien à voir avec l'affectif. Rien de rien de rien. Quand je parle du cœur, je parle du chakra du cœur. Et que le chakra du cœur est un des moins éveillés de l'humanité. Pourquoi? Parce que le chakra du cœur ne s'éveille absolument pas avec l'affectif. Vous avez beau aimer passionnément des gens, votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, etc. Vous avez beau aimer passionnément la nature, les animaux, votre petit chat, les arbres, le jardin, le chakra du cœur s'en fout. Tout ça, c'est de l'affectif, ça fait vibrer le plexus solaire à fond. Le chakra du cœur, rien.
Le chakra du cœur, il va simplement se mettre en route lorsqu'on commence justement à penser, à sentir et à réagir en termes d'ensemble, de globalité. Ah, quand on commence dans notre vie véritablement à montrer, pas simplement un intérêt intellectuel, hein, mais vrai, par rapport à l'ensemble. Quand on commence à voir que la vie de l'ensemble qui était derrière, cachée derrière ma vie à moi, oh, ça commence à réapparaître. Oh, c'est pas encore ça, hein, la vie d'ensemble et ma vie à l'arrière-plan. Non, non, mais ça commence déjà à apparaître. Ça prend plus d'importance. C'est presque même sur le même plan. Ah, alors là, le chakra du cœur, il se met en route. On voit donc bien que le chakra du cœur, dans notre vie, c'est tous les jours. C'est tous les jours penser à chercher à développer des moments où on se sent en union avec les groupes, en union avec l'ensemble, pas en union affective. Non, ça n'intéresse pas le chakra du cœur. C'est vraiment une union d'engagement. On se sent être un avec. Et tout ce que ça implique, du point de vue de la pensée, ou du point de vue de l'action, ou du point de vue de la réorientation même de notre argent, par exemple. Donc ça implique plein de choses. Être un avec l'humanité. Sentir que tout ce que nous avons de mieux à faire, c'est de faire avancer ce point-là. Passer du je au nous, du plexus solaire au cœur. Ça, c'est vraiment donc le deuxième travail que nous avons à faire tous les jours. Penser en termes d'ensemble. Pour vous donner quand même un petit exemple, et puis pour vous montrer aussi que ça avance, je voudrais parler d'une action de l'UNESCO, dont vous avez tous entendu parler. L'UNESCO, qui depuis 1972, classe certains sites culturels et naturels comme patrimoine mondial de l'humanité. C'est une action qui a commencé en 1972. On a voulu classer, protéger, faire comme ça, un certain nombre de lieux extraordinaires et dire mais ça a tellement de valeur que ce n'est pas simplement une valeur pour le pays qui abrite ce lieu, mais c'est un patrimoine mondial pour l'humanité. Au début, c'était surtout là où il y avait les grandes civilisations. Japon, Chine, Inde, toute l'Europe. Et donc, il y avait plein de pays, naturellement, qui n'ayant pas de monuments très historiques, n'étaient pas dans cette classification. Les États-Unis, par contre. Par conséquent, on a ajouté les lieux naturels. On s'est dit, mais il y a des endroits extraordinaires qu'il faut absolument classer et donc protéger. Ah, du coup, c'est vrai que ça a intéressé beaucoup plus de pays et que maintenant, il y a à peu près 1000 lieux dans 163 pays différents. On connaît ça depuis très longtemps, mais figurez-vous que cette initiative n'a été ratifiée qu'il y a 6 mois, en novembre 2016, par 192 pays sur 196. Je ne sais pas lesquels ne l'ont pas fait. 6 mois que, officiellement, c'est un programme fondamental des Nations Unies. Et puis, depuis 2006, on y a ajouté aussi quelque chose qui est le patrimoine culturel immatériel de l'humanité, comme des cultures, des ethnies, des habitudes, etc. Donc des choses qui sont pas des monuments, qui ne sont pas des sites classés. Donc quelque chose d'immatériel, quelque chose de l'histoire, de la psychologie. Et on peut tous demander finalement qu'à un moment donné soit classé telle ou telle chose. Alors, il y a toutes sortes de choses. Hein. Figurez-vous qu'on a même classé la salade crétoise. Ah, vous n'avez peut-être pas entendu parler de la salade crétoise. Figurez-vous qu'il y a un fantasme qui fait croire qu'en Crète, on n'est pas malade grâce à la cuisine crétoise, et en particulier une fameuse salade qui, grâce à y consommer régulièrement, vous donnerait une santé. Donc, patrimoine de l'humanité, la salade crétoise. Mais pourquoi pas? Non mais pourquoi pas? Ça donne des idées. Et si finalement, on commençait nous aussi à dire, ben voilà, absolument, continuons. On a commencé à classer des choses individuelles ou qui appartiennent à des peuples ou qui appartiennent à des individus. On commence à les classer patrimoine de l'humanité. Alors, il y a des gens qui ont demandé le classement de la forêt amazonienne pour la protéger. Naturellement, pour l'instant, le Brésil refuse. Parce que, bon. Mais pourquoi s'arrêter à la forêt brésilienne? Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas le classement de toutes les forêts patrimoine de l'humanité? Pourquoi est-ce qu'on ne classerait pas toutes les rivières, les fleuves, les mers, les montagnes, patrimoine de l'humanité? Les mines, tout ce qui est dans le sous-sol, tout ce que produit le sol, l'agriculture, patrimoine de l'humanité. On peut élargir comme ça. Toutes les œuvres d'art présentes dans tous les musées, patrimoine de l'humanité. Puis peut-être des qualités. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, tiens, la bienveillance, cultiver la bienveillance, c'est une culture bio, patrimoine de l'humanité. Vous voyez, ça peut donner des idées. Pourquoi est-ce que progressivement on n'avancerait pas comme ça, vous voyez, dans le classement, à tel point qu'à un moment donné on se rendrait compte que on finit par tout classer comme patrimoine de l'humanité.
Ça veut dire que mine de rien, on est passé du moi au nous. On est passé du je possède, j'ai ça, à... mais non, ça se passe sur notre territoire, mais ça appartient à tout le monde. C'est la richesse de l'humanité, c'est notre richesse à tous. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas classer les animaux et les végétaux et les minéraux comme patrimoine mondial de l'humanité? Alors vous allez me dire, mais tout ça c'est quand même très anthropocentrique. Oui, c'est un début. Mais c'est un début d'arriver à considérer que ce serait déjà intéressant, d'un progrès de cœur, de lâcher comme ça un pouvoir qu'on aurait parce qu'on habite tel territoire, que c'est à nous, ou parce qu'on a le droit là-dessus, et de dire non, non, on ne peut pas y toucher n'importe comment. Ça appartient à l'ensemble, ça appartient à l'humanité. La Suisse a ça. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans des forêts en Suisse. Ça appartient à tous les Suisses. Et je vous assure que pour abattre un arbre, même dans un jardin, il faut demander des permissions. On ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que avant tout, c'est à tout le monde. Pourquoi ne pas continuer sur ce modèle et aller de plus en plus loin? Ça, c'est la progression du cœur. Arriver à prévoir que tout devienne à un moment donné patrimoine de l'humanité. Jusqu'au moment où, en étant vraiment de cœur, on va s'apercevoir que non, il faut inverser. C'est nous tous qui sommes patrimoine de la Terre. Ah oui, ben oui. Et voilà, c'est des petites marches, c'est pour indiquer comment on peut progresser, vous voyez, au niveau du cœur, et s'apercevoir qu'à un moment donné, il y a toujours ces fameux grands renversements, et que nous sommes nous-mêmes le patrimoine de la conscience qui a comme corps physique la planète Terre. Une gigantesque conscience qu'on appelle quelquefois le logos planétaire. Donc voilà, c'est une progression indicative, vous voyez, au niveau du cœur. Tout ça pour vous montrer, encore une fois, combien, lorsque on aura vraiment défini, dans ces deux lignes supérieures, on aura véritablement défini ce qu'est le processus d'un plan global, un plan de cœur, on remettra les choses à leur place. À nouveau, on sera véritablement dans une gestion du monde au service de ce plan d'amour et non pas livré à lui-même. Alors, on sera prêt pour passer au quatrième monde et à la juste répartition. Alors on pourrait se dire, mais tiens, qu'est-ce que c'est que cette juste répartition? Est-ce que c'est le partage? C'est intéressant de voir le mot répartition parce qu'il a plusieurs sens. Répartition, c'est vrai qu'on pourrait dire, bah oui, c'est un partage, on en parlait tout à l'heure, puisque les gens sont incapables finalement d'arriver à redistribuer normalement, on va finalement dire, bah voilà, on va répartir les biens. Non, non, ça c'est effectivement une répartition très physique. Pour le quatrième monde, c'est pas du tout ça dont il s'agit. C'est quelque chose de tout à fait différent. La juste répartition, c'est comme savoir chacun se répartir dans le rôle qui nous échoit. C'est réussir à ce que chacun trouve sa note, sa responsabilité, et se retrouve finalement dans le rôle dont on attend qu'il apporte quelque chose à l'ensemble de l'évolution. Comment chacun d'entre nous, on se répartit de nous-mêmes en rapport à l'ensemble? C'est qu'à partir du moment où on voit qu'il y a une tâche commune, il faut bien se répartir le travail. Mais il n'y a personne qui le répartit. Il n'y a personne qui dit, toi ici, toi là, toi t'es bon pour ça, toi... Non, non, non. C'est à chacun d'entre nous, à partir du moment où on va sentir ce que nous sommes véritablement, ce qui se passe dans le quatrième monde, on sent l'âme que nous sommes, on sent l'être qu'on est, et d'un seul coup, on trouve sa place. Moi, ce que j'ai à faire pour aider l'humanité à avancer, même extraordinairement modestement, peut-être même que personne ne le verra, c'est ça que j'ai à faire, ou c'est ça que j'ai à dire, ou c'est ça que j'ai à vivre. C'est tout. Que ce soit matériel, immatériel, visible, invisible, ça n'a aucune espèce d'importance. Il faut des gens partout, sur tous les plans. Sentir que telle est la place à partir de laquelle j'ai une responsabilité à exercer. C'est ça qu'on va appeler la juste répartition. Et personne ne nous répartit. C'est à nous de nous répartir. C'est intéressant de comparer avec l'orchestre. L'orchestre va jouer une œuvre. Et une œuvre, eh bien, s'il y a un orchestre symphonique, l'œuvre, elle est répartie en plusieurs partitions. Chaque partition pour un instrument donné. C'est-à-dire que l'œuvre se répartit entre tous les instruments de l'orchestre. Et chacun a simplement sa partition. Il n'a pas la partition des autres. Et naturellement, chacun a la responsabilité de sa partition par rapport à son instrument. Et tous ensemble, ça joue l'œuvre. À condition de s'être mis d'accord sur l'œuvre. Imaginez un orchestre où personne ne s'est mis d'accord sur l'œuvre et chacun arrive avec sa partition préférée. Moi, j'ai envie de jouer ça, moi, j'ai envie de jouer ça. Vous avez tous une chanson préférée? Attention, à mon signal, vous entonnez les 10 premières secondes de votre chanson préférée. Prêt? On y va! Merci. C'était très beau, c'était très réussi.
Une cacophonie. Vous imaginez qu'effectivement, dans l'orchestre, si chacun commence à jouer sa propre partition, c'est d'une grande n'importe quoi. Malheureusement, cette image n'a rien de surréaliste, c'est le monde actuel. Chacun joue sa propre partition, gère sa propre partition. Et qu'est-ce qui se passe dans l'orchestre? Il est évident que celui qui a des petits instruments fluets, un petit violon, etc., il ne va pas imposer sa partition par rapport aux trompettes. Ce sont donc les instruments les plus forts, les plus bruyants, qui progressivement vont jouer, qui ne vont pas être gênés par les autres, et qui vont imposer leur partition, parce que les autres, ils vont arrêter de jouer. Bon, on s'entend plus. Bon, si tu veux, on joue ce que tu joues, on joue ton œuvre. Donc, ils vont mettre tout le monde d'accord. Exactement comme dans le libre-échange actuel. C'est toujours celui le plus fort qui oblige les autres à jouer sa partition. D'où l'intérêt d'un plan commun. Nous choisissons tous ensemble de jouer cette œuvre. Et à partir de là, effectivement, nous nous répartissons le travail. Et chaque instrument. Et naturellement, il n'est pas question de vouloir avoir des rapports de pouvoir, jouer plus fort que les autres, avoir plus de notes, avoir plus d'importance, dans l'humilité la plus totale, y compris le triangle qui éventuellement pourrait n'avoir qu'une seule note à jouer de toute l'œuvre, mais au bon moment. Chacun est complémentaire. Même si quelquefois, oui, quand tout le monde, tous les instruments jouent ensemble dans un tout petit, vous entendez souvent bien tous les cuivres, vous entendez tout ce qui fait le plus de bruit, et vous voyez quelquefois des instruments qui ont l'air, quelquefois même on voit très surpris la harpe qui est là, et on n'entend rien. On dit, elle ne jouerait pas, ça ne changerait pas grand-chose. Hein. Détrompez-vous. Ça participe à la richesse de l'harmonie des sons. Un son est composé de toutes sortes d'harmoniques, de toutes sortes de couleurs. Et finalement, même si vous n'arrivez pas à le distinguer, ça participe à la richesse du son. Par conséquent, nous-mêmes, on pourrait dire, moi, ce que je fais, hein, je le ferai ou je ne le ferai pas. Personne ne le verrait. Détrompez-vous. Ce que vous faites est irremplaçable. Ce que vous faites amène une couleur absolument fondamentale dans l'œuvre commune. Même si personne ne vous dit merci, même si ça ne se voit pas, même s'il n'y a que vous qui le savez, c'est important. C'est comme ça que le monde existe, c'est comme ça que l'œuvre peut être jouée, parce que tout le monde est là et que chacun joue sa partition, après s'être réparti. Et c'est là où on voit l'importance de connaître sa note, à partir du 3e et du 4e monde. Et c'est là où la psychologie ésotérique est fondamentale. La psychologie ésotérique, c'est une psychologie dans laquelle on voit comment progressivement découvrir ce que nous sommes. C'est pas simplement que nous sommes un émotionnel, un mental. Non, non, c'est arriver à s'y retrouver dans tous ces corps. C'est arriver à comprendre que finalement, quand on parle de personnalité, mais c'est quoi la personnalité en moi? Et en quoi je la distingue du mental et de l'émotionnel et du physique? Si je distingue rien, comment est-ce que je peux arriver à m'en libérer? Pas. Il y a tellement de personnes qui croient être complètement libérées de l'émotionnel et qui vous le montrent avec un émotionnel absolument extraordinaire. Parce que quelquefois, en psychologie, on ne sait pas ce que ça correspond. Et trouver sa note d'âme, son rayon d'âme, tout ça, ce sont des choses qui nous aident, voyez, progressivement à découvrir qui nous sommes. Et lorsqu'on a notre note, lorsqu'on découvre l'ensemble, on pourrait dire même de toutes les notes, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, on trouve sa place d'autant plus. On sent de plus en plus ce qu'on a à faire et comment on a à le faire. Mais ce n'est pas toujours facile, hein, parce qu'on n'a pas toujours le temps de le faire. On n'a pas toujours les loisirs, même économiques, de le faire. Pourquoi? Parce que le monde économique écrase tout. Et quelquefois, on voit des gens, des jeunes par exemple, qui essayent de trouver leur note. Mais ce n'est pas une note sociale habituelle. Ce n'est pas une note rentable. Ce n'est pas une note dont le monde économique veut. Ah non, mais tu as fait des études d'école de commerce, n'arrête pas ton école de commerce pour faire quoi? Du théâtre? De la peinture? Non. Et puis de quoi tu vas vivre? Il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas leur note essentielle parce qu'on est pris dans un maelstrom de vie économique et dont on ne sait pas trop comment s'en sortir parce qu'il faut bien vivre, il faut bien payer son loyer, il faut bien manger, etc. Et c'est peut-être là, vous voyez, où des solutions du style du revenu universel pourraient être éventuellement intéressantes. Celle-là ou d'autres, hein. Mais comment est-ce qu'on pourrait donner un minimum d'argent à des gens pour qu'ils puissent échapper un petit peu au processus économique, pour prendre le temps, même déjà jeunes, de trouver leur note, leur donner les moyens de trouver ce qu'ils sont fondamentalement, et non pas de perdre leur temps et leur énergie dans des petits boulots où ils se perdent complètement. Que chacun puisse trouver véritablement sa note fondamentale. Ça, c'est véritablement intéressant. Donc vous voyez, c'est à partir de là qu'on peut imaginer dans ce 4e monde, une gestion du monde complètement différente. Chacun se répartit, chacun est à sa place, et à partir de là, c'est évident que les libres circulations sont absolument de partout. C'est une espèce d'évidence. Quels sont les moyens économiques, techniques? On n'en sait rien.
Ça, ce sera simplement à mettre en place au moment utile. Les moyens pratiques sont toujours déduits de ce que nous vivons en conscience. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons vraiment à faire progresser ce système-là, parce que le libre-échange actuellement n'existe pas. C'est vraiment quelque chose vers lequel nous devons aller et qui nécessite notre libération à tous. D'ici là, il faudra faire comme un peu avec les enfants. Il faudra jouer un petit peu de protectionnisme. Il faudra protéger les choses pour que le vent, les ouragans de libre-échange qui n'ont pas lieu d'être, protègent certains lieux, certains pays, certaines populations, certaines vies locales. Et puis progressivement le faire émerger à une certaine vitesse vers le libre-échange. Et ça, c'est tout le travail de l'éducation. Passer du protectionnisme total, comme pour l'enfant, jusqu'à l'ouverture à la libre circulation, c'est tout le travail de l'éducation. Ça tombe bien, c'est le thème du mois prochain. Je vous propose de méditer là-dessus.